Le procès de Jeanne d'Arc. Il s'agit peut-être, sûrement, du premier procès qui nous vient à l'esprit quand on pense procès de femme. Peut-être parce qu'il fonde quelque chose, une figure, celle de la France d'une certaine façon, dans l'historiographie nationale, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, la figure de la femme coupable. Pourtant, j'ai beaucoup hésité à consacrer un épisode à ces procès. J'ai entendu plusieurs historiens et historiennes dire à son sujet « Jeanne d'Arc, pour nous, c'est un peu l'Everest ». Je ne sais pas dans les détails ce dont ils et elles parlaient exactement, mais je comprends clairement les grandes lignes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de grosses difficultés qui apparaissent quand on veut aborder cette figure. D'abord parce qu'en France, en tout cas, d'une certaine façon, il ne s'agit pas d'un sujet historique, mais d'un sujet politique. 6 siècles après sa mort, parler de Jeanne d'Arc, c'est toujours politiquement sensible. Parce que de cette jeune femme, de son histoire, on en a fait un personnage. Mes vaillants soldats, debout, aux armes, aux armes. Un personnage qu'à partir du 19e siècle, tout le monde s'arrache. Il faut livrer bataille. Debout. La bataille a commencé. Comme le rappelle l'historien William Blanc pour la Bibliothèque nationale de France, elle est d'abord un symbole républicain, une héroïne populaire, utilisée par la gauche, qui incarnait alors un courant très patriotique. Jeanne a alors l'image d'une fille du peuple brûlée pour son pays et par l'Église. Mais, pour faire court, la gauche s'éloigne progressivement de ce nationalisme, alors récupéré par la droite. Les catholiques se réapproprient progressivement la figure de Jeanne d'Arc, réappropriation dont l'aboutissement mène à sa canonisation, en 1920. L'entre-deux-guerres constitue alors un grand moment de réunion interpartisan autour de la pucelle d'Orléans. Selon l'historien Jean-Pierre Chaline, c'est alors le personnage de France le plus célébré. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la gauche se range dans un courant pacifiste, l'extrême droite est prête à s'emparer de notre héroïne. Le groupuscule extrémiste Action française a commencé à se rendre devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris depuis quelques années déjà. Jean-Marie Le Pen et son Front National reprennent la tradition. Jeanne, au secours! Au secours! Ils absorbent son histoire, la dénaturent. Et si les communistes, puis ensuite certains mouvements féministes et queer ont tenté de libérer cette figure de l'emprise fasciste, elle demeure malgré tout, aujourd'hui encore, une prise politique de l'extrême droite. Ce petit résumé, évidemment un peu simpliste, pour nous amener à la question qui rend le sujet de Jeanne d'Arc difficile à aborder. C'est-à-dire l'impression que tout a été dit, que l'on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir, que son histoire on la connaît, celle de la jeune et pieuse bergère qui entend des voix lui venant de Dieu, qui lui commande de se battre pour son roi, de repousser les Anglais hors de France. Sa fin, tragique, trahie, exécutée sur le bûcher pour sorcellerie, pour s'être habillée en homme. Voilà, dans les grandes lignes, les éléments de sa vie qui sont restés dans la mémoire collective. Mais, au-delà de ça, de ces sortes de banalités historiques entre guillemets, que sait-on sur elle exactement ? Que sait-on sur ce qu'elle était, sur qui elle était, de ce qu'a été sa vie entre ces grands moments, de ce qui l'effrayait, de la nature de son courage ? Que sait-on des pouvoirs en place, des rapports de force, du rôle de l'Église ? Et enfin et surtout, que sait-on de la société dans laquelle Jeanne évolue, de la place qui est dévolue aux femmes ? Il y a plus à découvrir de Jeanne d'Arc que son exploit à Orléans ou la façon dont elle est morte. Et c'est là que le droit intervient. Car la justice se souvient. Mieux, elle consigne. Or, il n'y a pas eu un, mais 2 procès sur l'affaire Jeanne d'Arc. Et de l'arène judiciaire, de la façon dont elle a été jugée, condamnée puis réhabilitée, on découvre une femme et son époque, bien plus moderne et complexe qu'il n'y paraît. Comme l'ont justement révélé les travaux des 2 incroyables médiévistes qui nous accompagneront tout au long de ce récit, travaux sur lesquels cet épisode repose grandement. Clovis Maillet, historien médiéviste, auteur notamment des ouvrages Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans, paru en 2020, et du livre Un Moyen-Âge émancipateur, coécrit avec Thomas Golsen, paru en 2021. Nous serons aussi accompagnés par Claude Gauvard,
Historienne médiéviste de génie, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est l'autrice de nombreux livres relatifs à l'histoire de la justice médiévale. Et c'est par ce prisme qu'elle a abordé Jeanne d'Arc dans son dernier ouvrage intitulé « Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre », paru aux éditions Gallimard en 2022. Vous faites de cette femme une espèce de vamp, Les femmes sont exclues du monde judiciaire. de Circé. J'ai été bête, Cruelle, méchante, inflexible, pleine de défauts. sadique et perverse. Femme coupable, L'audience est suspendue. un podcast La Première, de Juliette Proutot, Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'est rien fait. réalisé par Anna Bui Et quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. et mixé par Simon Zrac. Ne me coupera pas la tête. Femme coupable, saison 2, épisode 4, Jeanne d'Arc, un procès historique. Au nom du Seigneur, ainsi soit-il. Ici commence le procès en matière de foi contre Jeanne, appelée vulgairement la Pucelle. Il a plu à la céleste providence qu'une femme nommée Jeanne et vulgairement la Pucelle ait été prise et appréhendée par les gens de guerre dans les bornes et limites de nos diocèses et juridictions. Le bruit s'était déjà répandu dans beaucoup d'endroits que cette femme, absolument oublieuse de l'honnêteté qui convient à son sexe, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait avec une impudence inouïe et monstrueuse des habits difformes convenant au sexe masculin. On disait encore que sa témérité l'avait conduite à faire, dire et semer beaucoup de choses contraires à la foi catholique et aux articles de la croyance orthodoxe. Ce faisant, elle s'était rendue gravement coupable, tant dans notre diocèse que dans plusieurs autres lieux du royaume. C'est par ces mots que débute, le 9 janvier 1431, l'enquête préliminaire du procès de condamnation de Jeanne d'Arc. À ce moment-là, cela fait 8 mois qu'elle est entre les mains de ses ennemis. Elle a été capturée et enfermée le 23 mai 1430. Et pour comprendre les enjeux qui se jouent alors autour de son arrestation, il faut rappeler quel est l'état géopolitique du royaume de France à l'époque. Pour faire relativement simple, et j'espère que les historiennes et historiens me pardonneront ces petits raccourcis, le royaume de France est à cette époque divisé en 3 puissances. La côte du sud-ouest est occupée par les Anglais. Une bande horizontale comprenant le nord et la Bretagne est entre les mains des Bourguignons, des Français alliés aux Anglais. Et tout le reste, c'est-à-dire tout le centre, le sud et l'est, globalement, demeure sous l'autorité du roi de France tout récemment sacré, Charles VII. Jeune roi, donc, qui doit son sacre à personne d'autre que Jeanne, à Reims, en 1429. Cette guerre, qui fait rage depuis des décennies entre les royaumes de France et d'Angleterre, on la connaît aujourd'hui sous le nom de la guerre de 100 ans. Et l'un des tournants de cette guerre, c'est le traité de Troyes. Et on ne dirait peut-être pas, mais tout cela va avoir un impact direct sur Jeanne. Dans ce traité, signé en 1421, donc 10 ans avant l'arrestation de Jeanne, le roi de France de l'époque, Charles VI, déshérite son fils, le futur Charles VII donc, pour l'empêcher de lui succéder à la tête du royaume. Charles VI, il est atteint de problèmes mentaux et il se fait un peu manipuler par son conseil et sa femme notamment. Il est alors décidé qu'à sa mort, la France intégrera le royaume d'Angleterre. Le problème, c'est que les 2 rois de France et d'Angleterre meurent très vite après la signature du traité. Et qu'évidemment, tout le monde n'était pas d'accord avec ce changement d'allégeance. En particulier le dauphin écarté, le futur roi Charles VII. C'est pour ça qu'on estime que le traité de Troyes a en quelque sorte relancé la guerre de 100 ans. Et c'est donc dans ce contexte de guerre, à la fois civile et internationale, que Jeanne est capturée en 1430 à Compiègne. Compiègne, à l'époque, c'est une ville clé qui est assiégée non par les Anglais, mais donc par leurs alliés, les Bourguignons. C'est eux qui mettent la main sur Jeanne alors qu'elle tente de forcer le siège de la ville avec près de 500 hommes, payés de sa poche. C'est qu'elle n'est plus tout à fait en phase avec son roi, Jeanne.
car Charles VII se sent en position de force. Grâce à elle, il vient de reconquérir Paris et il préfère élaborer une alliance avec les Bourguignons plutôt que de continuer à se battre pour grignoter leur territoire. Mais Jeanne, elle a d'autres idées en tête. Elle veut continuer. Elle ne s'arrêtera pas avant d'avoir libéré tout le royaume de ses envahisseurs, ou ses traîtres, c'est selon. Et cette toute jeune femme de 18 ans, on dirait adolescente aujourd'hui, eh bien elle ne fait pas dans la dentelle. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Nous allons reprendre les tourelles. Comme le raconte Jacques Tanguy, guide conférencier de la région. Elle n'y connaît rien au principe stratégique. Sa seule technique, c'était tout droit, on fonce. Ce qui était complètement contraire au principe de l'époque où on rusait en passant à droite ou à gauche. Nous sommes donc le 24 mai 1430 et, faute de soutien et aussi de tactique, Jeanne est capturée. L'idée, c'est qu'elle soit vendue. En période de guerre, c'est à ça que servent les prisonniers, à ramener de l'argent pour poursuivre les batailles. C'est là que se pose la première trahison, entre guillemets, parce que Charles VII, il ne rachète pas Jeanne. Il y a fort à parier qu'on lui conseille de ne pas le faire, déjà parce qu'il n'en a plus vraiment besoin. Après tout, elle lui a déjà offert Orléans, puis le sacre à Reims. Et puis, il est en train d'essayer de négocier une alliance. Sans compter le fait que Jeanne, elle a essuyé plusieurs défaites dernièrement. Qui sait, peut-être que Dieu n'est plus à ses côtés finalement. Et donc ce n'est pas Charles VII, mais les Anglais qui vont racheter la jeune femme. Elle les obsède. Ils la voient, à raison, comme l'incarnation de la résistance, le symbole de leur échec à conquérir le royaume de France. Et puis elle leur fait peur aussi, cette pucelle guerrière qu'on dit capable d'ensorceler les hommes. Jeanne, ils la veulent pour la tuer. Ils ont besoin de tuer, d'éteindre ce symbole. Alors, après 7 mois de voyage et plusieurs tentatives d'évasion au passage, la jeune fille est ramenée à Rouen, à 140 km au nord-est de Paris. Pourquoi Rouen ? Eh bien, parce qu'il s'y trouve un évêque, Pierre Cauchon, un grand allié des Anglais. Et c'est lui qui sera le grand ordonnateur du procès de Jeanne d'Arc. Nous sommes le 23 décembre 1430. Il reste à Jeanne d'Arc 5 mois et 7 jours à vivre. Acte 1. Le 15e siècle de Jeanne. Cette femme absolument oublieuse de l'honnêteté qui convient à son sexe, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait avec une impudence inouïe et monstrueuse des habits difformes convenant au sexe masculin. Le fait que le procès de Jeanne débute par une phrase comprenant rien que 3 fois le terme sexe montre à quel point il s'agit d'un enjeu fondamental dans la façon dont elle s'apprête à être jugée. Ce qu'il faut comprendre avant d'aborder la question de la sexualité, c'est que le genre ne représente pas nécessairement, dans la société de l'époque, la distinction suprême entre les humains. Et 2 choses qu'on peut dire, il me semble, c'est que dans les époques, Clovis Maillet, disons largement historien, prémoderne, et là on peut prendre peut-être même juste que tout l'Ancien Régime avant la Révolution française, la catégorie de genre n'est pas la principale catégorie qui caractérise les humains. Par exemple, la classe sociale est peut-être plus importante, plus déterminante pour les destins des uns et des autres que la catégorie de genre. Alors qu'avec le 19e siècle, tout à coup, la question du genre, qui est déployée par tout un discours médical, devient la principale chose qui caractérise les individus, qui est quelque chose qu'on a gardé, puisqu'on n'a pas notre classe sociale écrite sur nos cartes d'identité, on n'a pas notre catégorie raciale écrite sur nos cartes d'identité, on a notre mention de sexe. Alors qu'on a les mêmes droits. Donc, on ne sait pas exactement à quoi est-ce que ça peut servir. Enfin, il y a des hypothèses, mais disons qu'on ne sait pas à quoi ça sert en droit, vu qu'on a les mêmes droits. Mais c'est la seule chose qu'on tient à conserver sur nos papiers d'identité. Bon, sans doute au XVe siècle, on leur a demandé s'il fallait mettre qu'une seule information. On aurait dit qu'il faut mettre si les gens sont nobles ou pas. C'était sans doute l'information fondamentale qu'il fallait savoir sur les gens. Au-delà de la différence de genre entre les hommes et les femmes, il existe une autre distinction fondamentale qui structure la société du XVe siècle. Le fait d'avoir, ou non, une vie sexuelle.
Ce qui crée une hiérarchie sociale, puisque de fait, les personnes qui se présentent socialement, qui sont inscrites comme abstinents socialement, ont des avantages, des bénéfices, des privilèges sociaux que n'ont pas toutes les personnes qui ont une vie sexuelle. Donc c'est les clercs, c'est tous les gens qui ont fait vœu de procession, les moines, les prêtres, les moniales, toutes ces personnes qui font vœu de chasteté, en fait, qui promettent en fait la chasteté en échange d'avoir, si vous voulez, notamment un salaire à vie. Et avec bien sûr d'autres obligations corrélées, mais c'est quand même ce qui distingue la société à partir de ce XIe siècle, de ce qu'on appelle la réforme de l'Église, en fait. C'est pour ça que ce qu'il faut vraiment distinguer à cette époque-là, il me semble, c'est le genre et la sexualité. Puisque parmi les personnes qui n'ont pas de sexualité, qui se présentent socialement comme n'ayant pas de sexualité, eh bien, les normes de genre sont assez plastiques. Puisque on voit dans de multiples textes, de multiples images, se reconfigurer une manière d'habiter le genre qui emprunte à de la féminité et de la masculinité. C'est dans une certaine manière de penser un vœu d'abstinence qui peut permettre de sortir de son genre social pour pratiquer des choses qui seraient interdites sinon socialement, notamment avoir une certaine autonomie et émancipation, notamment pour la condition des filles, qui est celle de personnes dépendantes en fait, mais dont le fait de faire vœu d'abstinence pour rentrer dans les ordres ou, pour le cas de Jeanne, pour emprunter une carrière militaire, même si ça ne marche pas totalement dans son cas, c'est une manière de avoir des opportunités, je dirais, professionnelles qui ne sont pas du tout celles qu'on aurait pu avoir en restant dans cette norme-là, qui est le mariage qui engage à des relations sexuelles avec un mari et un avenir un petit peu tout tracé. Dans le cas de Jeanne, pour ce qu'on en sait, c'est-à-dire qu'on en sait à la fois beaucoup et pas beaucoup, en tout cas, une des choses qu'on sait, c'est qu'elle s'attache à ce nom qu'elle se donne, qui est la pucelle. Donc la pucelle, ça veut dire quelque chose de spécifique, il me semble, qui a un statut social au Moyen-Âge, c'est la jeune fille non mariée. Ce n'est donc pas anecdotique du tout que Jeanne revendique ce statut de pucelle. Ce n'est pas un hasard si elle n'est pas mariée. Elle avait d'ailleurs été fiancée par son père, mais avait refusé cette opportunité sociale avec obstination. Tant et si bien qu'elle s'était débrouillée pour faire annuler la promesse d'engagement devant un tribunal. Non, Jeanne, elle sait ce qu'elle a à faire. Le célibat et la virginité lui permettent, compte tenu de sa foi hors du commun, de se consacrer pleinement à sa vocation. Contrairement aux idées reçues, Jeanne n'est pas une pauvre petite bergère, loin de là. Née le 6 janvier 1412 à Domrémy, dans le nord-est de la France, elle n'a jamais, à 2 ou 3 exceptions près, gardé les bêtes. Certes, elle vient de la campagne, mais ses parents sont des agriculteurs prospères. Ils ne sont pas riches, mais ils sont propriétaires de leurs terres, de leurs animaux, de leurs outils. La fillette n'était pas livrée à elle-même, au contraire. Elle a reçu une éducation. Et à cette époque, quand on parle d'éducation, on parle d'abord d'éducation religieuse. Car il est fondamental de comprendre que, dans la société française de l'époque, la religion est partout. Je pense que la religion est omniprésente. Elle est omniprésente, ça ne veut pas dire non plus qu'elle étouffe les personnalités. Claude Gauvard, historienne. Mais elle est omniprésente depuis la naissance jusqu'à la mort. Et dans le cas de Jeanne d'Arc, où ce sont des gens assez simples, même s'ils sont de bons laboureurs, de riches laboureurs, depuis son enfance, sa mère l'a éduquée dans la religion. Elle lui a appris ses prières, le Notre Père et l'Ave Maria, les 2 grandes prières essentielles des gens ordinaires, de sa condition sociale. La religion est présente, ils vont à la messe le dimanche, hommes et femmes, ils suivent les grandes fêtes religieuses et ils ont des liens étroits avec le clergé, local. La normalité, c'est vraiment la présence de l'Église. Bon, alors, elle a une pratique qui est beaucoup plus obsédante que la normale. Jeanne se distingue en effet par son assiduité religieuse. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les témoignages des gens de son village. On parle de sa foi comme entière, absolue, sans réserve, de sa forte et inhabituelle sensibilité religieuse. Après, c'est important de noter que cette piété, elle se la garde pour elle-même, entre guillemets. Elle n'a par exemple jamais exprimé une volonté d'embrasser une carrière religieuse, d'entrer au couvent.
Et ça sera ensuite un sérieux problème d'ailleurs dans la façon dont la jeune fille vit son rapport à Dieu. Parce que si la sexualité constitue une importante division dans la société du XVe siècle, il en existe une autre, tout aussi fondamentale, qui sépare le clergé du reste de la population. C'est la sexualité et l'accès aux Écritures. Attention, aussi l'accès aux Écritures, c'est-à-dire qu'en fait, le clerc, surtout le prêtre, il a accès aux livres saints et à l'interprétation des livres saints. Ce que n'ont pas même les clercs de plus basse condition et à plus forte raison les laïcs. Et justement, c'est tout le problème. C'est tout le problème de la tension qu'il y a à l'intérieur de l'Église. Elle n'est pas seulement entre le mariage et le célibat, elle est entre ceux qui peuvent avoir accès à l'Écriture sainte et ceux qui ne peuvent pas. Et toutes les hérésies ont pour base cela. C'est-à-dire que dès la fin du XIe siècle, vous avez des hérésies qui se développent pour dire que les laïcs peuvent aussi prêcher. Vous voyez, grosso modo, je grossis beaucoup le trait, mais c'est ça. Les laïcs peuvent prêcher parce qu'ils peuvent avoir accès, alors que les clercs répondent que non, les laïcs n'ont que la partie extérieure de l'écriture, mais que la partie profonde, elle est réservée aux clercs. Et Jeanne, elle n'y a donc pas accès aux Écritures. Or, cet accès au texte sacré n'est qu'une formalisation pratique du fait que les rapports entre Dieu et les croyants est organisé, il est régulé. Elle n'est pas libre de croire en son Dieu comme elle le veut. Parce que, vous voyez, le clergé toujours se méfie du peuple. Les institutions religieuses se méfient du peuple. Et finalement, le concile de Latran IV, en 1215, a bien cadré en disant, voilà, la communion une fois par an. Obligatoire pour Pâques. Donc le contact avec le divin est cadré, limité. On retrouve un peu l'idée de l'écriture, voilà. Et je pense qu'il y a entre l'institution elle-même et le peuple une tension. Ne parle donc pas à Dieu qui veut. Et pour Jeanne, tout bascule en 1425. Elle le raconte pendant son procès. Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. J'ai entendu la voix du côté droit, vers l'église, et rarement je l'entendis sans clarté. C'était assurément une digne voix, et qui, j'en avais l'assurance, m'était envoyée de par Dieu. 2 ou 3 fois par semaine, la voix me disait qu'il fallait partir et aller en France. La première fois que j'ai entendu la voix, j'ai promis de conserver ma virginité aussi longtemps qu'il plairait à Dieu. Comme l'écrit Nicolas Brémaud dans son article intitulé « Jeanne d'Arc, des voies à la mission », la piété de Jeanne se transforme à ce moment-là en dévotion. Et alors que les mois puis les années passent, que les voies qu'elle identifie d'ailleurs comme étant celles de Saint-Michel, de Sainte-Marguerite et de Sainte-Catherine, et bien que ces voies lui apparaissent plus régulièrement, près d'1 fois par semaine à ce moment-là, eh bien un message se dessine. Prendre la tête d'une armée pour sauver la France et sacrer le roi. Rien que ça. En parallèle, le contexte politique se durcit autour d'elle. Les Bourguignons font des ravages autour de Don Rémy, et le village lui-même subit des campagnes de pillage. Progressivement, sa mission se précise, devient de plus en plus claire. À partir de 1429, voilà comment est-ce qu'elle la raconte. J'ai 2 mandats de la part du roi du ciel. L'un est de lever le siège d'Orléans. L'autre, de conduire le dauphin à Reims pour l'y faire sacrer. Ça ne choque pas à l'époque d'entendre des voix. Ce n'est pas forcément un mauvais signe, au contraire. Mais pour réaliser les missions que lui commandent ces voix, il faut déjà qu'elle parvienne à le rencontrer, ce futur roi. Comment une jeune fille de province parvient à obtenir une audience avec le dauphin de France ? Eh bien parce que Jeanne est têtue, convaincue et convaincante. D'abord, elle se débrouille pour rencontrer Robert de Baudricourt. Baudricourt, c'est un homme de guerre renommé, proche du futur roi, et c'est aussi le capitaine de Vaucouleurs. Vaucouleurs, c'est un endroit. C'est la seigneurie dont dépend Don Rémy, le village de Jeanne. Elle va se présenter à lui 1 fois, 2 fois, il la renvoie. Il n'a que faire de la prophétie d'une gamine. Mais Jeanne est investie d'une mission divine, alors pas question d'abandonner. Elle insiste et finit par persuader le capitaine de la véracité de sa mission, du caractère divin de ses voix, et de la présenter au roi. Baudricourt aurait dit « Va et advienne que pourra ».
Nous sommes le 25 février 1429. Jeanne rencontre le futur Charles VII. Elle a 17 ans. Et en réalité, le dauphin est curieux, impatient de rencontrer la jeune femme. Il est un peu effrayé aussi. D'abord parce que la réputation de Jeanne, elle commence à circuler. La pucelle à qui Dieu parle pour sauver la France, celle qui a convaincu Baudricourt. Et il y a une prophétie aussi qui raconte qu'une femme sauvera le royaume. Et puis, il faut dire que l'homme est un peu désespéré. Il a besoin de croire en quelque chose. Et une chose est sûre, c'est que Jeanne, elle croit fondamentalement, religieusement, dans son succès. Alors elle sera sa prophétesse. Et à l'époque, aussi irrationnel que cela puisse paraître aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose d'original. Le statut de prophétesse, c'est un peu complexe parce que c'est pas un statut religieux Clovis Maillet. reconnu, ordonné, qui n'appartient pas justement à une autorité religieuse. Mais par contre, dans la vie civile, c'est des personnes qui accompagnent les puissants. Tous les rois, les grands seigneurs ont souvent des prophètes ou des prophétesses auprès d'eux. Donc c'est des sortes d'assistants en fait du pouvoir royal qui sont assez bien tolérés, mais qui peuvent aussi, et c'est peut-être ça qui est important dans ce cas-là, être révoqués. Et on a pas mal de cas en fait de prophètes qui sont révoqués, ce qui se manifeste très concrètement par une suppression des rentes. Quelque part, dans le cas de Jeanne, c'est aussi un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tant que les prophéties fonctionnent, effectivement, il y a un accompagnement très fort. Et puis, à partir des premières défaites militaires, on voit que la protection en fait, royale arrête, puisque ce statut de prophétesse perd son signifiant. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes qu'au début de l'épopée de la pucelle. Charles VII lui confie quelques troupes. À elle de se débrouiller pour, comme ses saints le lui ont commandé, faire libérer Orléans et le faire sacrer roi. Acte 2, l'épopée et la chute. Orléans est donc le premier objectif de Jeanne. Pourquoi cette ville en particulier ? Eh bien, parce qu'elle constitue un emplacement stratégique. Elle donne sur la Loire et surtout elle marque la limite entre les territoires des Bourguignons au nord et les possessions de Charles VII au sud. Et depuis l'automne 1428, Orléans est assiégée par l'alliance anglo-bourguignonne. Alors, quand Jeanne arrive avec ses petites troupes fin avril 1429 pour se présenter aux garnisons royales en leur expliquant qu'elle compte libérer la ville, c'est peu dire que les chefs de l'armée se moquent. Elle finit pourtant par les convaincre. Elle parvient même à les galvaniser. Parce que dans cette période troublée et incertaine, Jeanne, elle transpire de certitude, d'absolue certitude. Il y a chez la jeune femme comme une sorte d'omnipotence virginale, un fanatisme victorieux qui fascine. Elle réalise tout d'abord l'exploit d'entrer dans la ville avec ses hommes malgré le siège. Et ensuite, elle va attaquer quotidiennement, régulièrement les Anglais depuis Orléans, en les forçant à se replier dans les bastilles qu'ils tiennent et qui ceinturent la ville. Les bastilles, ces fortifications, vont tomber les unes après les autres. Le 7 mai, Jeanne lance elle-même l'assaut sur les murs de la dernière Bastille. Elle est blessée par une flèche, mais ses hommes remportent la bataille. Le 8 mai 1429, les Anglais lèvent le siège d'Orléans. La victoire est immense et elle fait basculer la guerre de 100 ans. Et c'est la première fois qu'une victoire sur un champ de bataille est remportée par une femme. Car des femmes guerrières, au Moyen-Âge, ça n'existe que dans les livres. Il y a un imaginaire autour de ça qui est très clairement présent. Clovis Maillet. Que je trouve intéressant, qui est quand même plus présent que celui que nous, on peut avoir aujourd'hui, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a, pas tant que ça, mais un certain nombre de romans de chevalerie dans lesquels il y a des personnes qui sont considérées comme des petites filles, qui deviennent des chevaliers, et des braves chevaliers, et qui combattent, etc. Et c'est cet imaginaire-là qui, après, va disparaître. Alors, on sait pour les périodes un peu plus récentes, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle notamment, que ça correspond à une réalité. C'est-à-dire que sur les champs de bataille, il y a des gens
On ne sait pas très bien pourquoi. On n'arrive pas à savoir si c'est des gens qui étaient des personnes transmasculines, on dirait aujourd'hui, ou si c'était des personnes qui voulaient se battre et qui n'auraient pas pu le faire sous une apparence féminine. Mais ce qui est sûr, c'est que cet imaginaire-là de personnes sur les champs de bataille, on sait qu'il correspond un peu aussi à une réalité pour les périodes un petit peu plus récentes. Bon, un homme, c'est normal qu'il se batte. Une femme, non. Une femme, dans les armées, c'est une prostituée. Claude Gauvard. Femme guerrière, non, non, c'est quand même une première. Alors, même les grandes reines du haut Moyen-Âge, je pense à Brunehaut ou à Frédégonde, elles fomentent la vengeance, mais elles ne portent pas les armes. Hein. Jeanne, les armes, elle les porte. Et maintenant qu'Orléans est tombé, elle a une autre priorité. Le sacrement du roi de France à Reims. C'est plus qu'une tradition dans le pays, c'est un rituel fondamental, en particulier pour asseoir la légitimité du souverain. Le problème, c'est que Reims est situé au nord-est du pays, en plein territoire bourguignon. Destination plus dangereuse, on ne fait pas. Tout le monde trouve l'idée absurde, folle, irréaliste. Surtout que c'est presque à 300 km d'Orléans. À cette époque, c'est gigantesque. Mais pour Jeanne, la question ne se pose pas. Charles doit être sacré. Si les troupes parviennent à éviter la ville d'Auxerre, qui appartient au duc de Bourgogne lui-même, elles doivent affronter leurs ennemis à Troyes. Et là, malgré l'épuisement de ses hommes et les hésitations des chefs des armées, Jeanne lance l'assaut. La réputation de la Pucelle la précède et effraie. Contre toute attente, la ville se rend 24 heures plus tard. La même chose se produit pour la ville de Châlons quelques jours après. La route pour Reims est dorénavant ouverte. L'armée pénètre dans la ville le 16 juillet. Charles VII est sacré le lendemain. Pour remercier sa prophétesse, le roi anoblit Jeanne dans l'année. Et elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu rentrer à Domrémy, retrouver sa vie, se marier même, pourquoi pas. Après tout, elle a accompli tout ce que ses voix lui commandaient. Mais non. Non, elle veut poursuivre les combats pour la libération du royaume. Mais la guerre, c'est aussi de la diplomatie, de la tactique. Et ça, Jeanne ne l'entend pas, elle ne le comprend pas. Alors elle continue. Il y a dans sa fougue religieuse un fanatisme presque adolescent. Et le vent va tourner pour la Pucelle. Il suffira de quelques défaites, à Paris, à la Charité-sur-Loire, et d'un nouveau jeu d'alliances géopolitiques pour que Jeanne perde l'attention du roi, et sa protection surtout. C'est dans ce contexte que Jeanne se fait donc capturer à Compiègne en mai 1430. Son procès s'ouvre le 9 janvier 1431. On l'a déjà dit plus tôt, Jeanne étant une prise de guerre, Charles VII aurait pu acheter sa rançon. Au lieu de quoi, ce sont les Anglais qui paient les Bourguignons pour obtenir la Pucelle et la juger. Et ce qu'ils veulent, c'est non seulement pouvoir l'exécuter, mais la faire brûler. Pas brûler parce que il reste plus rien. Claude Gauvard. Il reste plus rien, vous n'avez plus que des cendres, vous n'avez plus rien. Et d'ailleurs, ils se sont bien empressés de tout enlever après, même s'il y avait des os et des choses comme ça, calcinés, pour pas qu'il y ait de culte. Hein. Brûler, c'est vraiment complètement ars, comme on dit à l'époque médiévale. C'est le supplice qui vous prive de la résurrection des corps. En tant que soldat du camp adverse, elle aurait dû être accusée de trahison et être décapitée. Mais ce n'est pas ce que les Anglais ont prévu. Ils veulent la faire disparaître intégralement. Il faut qu'elle brûle. Seulement, au XVe siècle, le système judiciaire est déjà bien structuré. On ne peut pas exécuter comme on veut. Il n'y a que peu d'accusations qui permettent d'obtenir le bûcher, et aucune dans le système laïque. Le procès devra donc être religieux, et Jeanne doit être accusée d'hérésie.
Bien sûr, c'est un procès politique, le procès de Jeanne d'Arc, donc il y a vraiment des raisons diplomatiques, politiques complexes. Clovis Maillet. Mais si on rentre dans la rhétorique du procès elle-même, d'un point de vue du procès et de l'argumentation des théologiens, c'est ça la condamnation, c'est une condamnation pour hérésie. Donc hérésie, c'est quelqu'un qui a une aspiration religieuse forte, mais qui ne la tourne pas dans la bonne direction. Et donc c'est pour ça que ce statut-là de communiquer directement avec Dieu sans la médiation en fait des autorités ecclésiastiques, eh ben, il la fragilise complètement. On a beaucoup de cas en fait à cette époque-là, chez des hommes et chez des femmes d'ailleurs, de cette chasse aux hérétiques en fait, qui est souvent une remise dans le droit chemin pour vérifier si les gens sont bien dans le cadre religieux. Mais au-delà de l'hérésie, c'est aussi parce qu'elle leur fait peur. Quelque part, elle les terrifie. La réponse à la question de savoir si Jeanne est une sorcière est évidente pour ces geôliers, qui attribuent d'ailleurs ses victoires à des ensorcellements. En témoigne la lettre envoyée en 1433 au roi d'Angleterre par le duc de Bedford, un Français grand allié des Anglais. Tout semblait être à votre avantage jusqu'au moment du siège d'Orléans. Dieu sait par quel conseil. En ce temps arriva par la main de Dieu, comme il semble, un grand malheur sur vos gens qui étaient assemblés là en grand nombre. La cause en fut due en grande partie, à ce que je pense, à l'enlacement de fausses croyances et de folles craintes qu'ils ont eues d'un disciple et limier de l'ennemi, appelé la Pucelle, qui a usé de faux enchantements et de sorcellerie, lesquels, malheurs et déconfitures, non seulement ont diminué d'une grande partie le nombre de vos gens, mais aussi bien, d'une façon merveilleuse, ont ôté le courage de ceux qui sont restés. Le duc de Bedford, dans sa lettre qui est de 1433, Claude Gauvard, dans sa lettre, montre très bien. Elle était l'incarnation du diable, parce que tous ces gens-là croient en la sorcellerie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils croient tous en la sorcellerie. Et ils l'utilisent. Donc, ils ont peur d'être envoûtés. Et dans le système de la sorcellerie, pour être désenvoûté, il faut que le sorcier soit brûlé. On se débarrasse du sorcier, de l'envoûtement du sorcier, par le feu. Donc, il y a le double aspect, si vous voulez. Pour qu'elle subisse le bûcher, il faut que Jeanne soit accusée soit d'hérésie, soit de sorcellerie. Pour elle, ce sera les deux. Le procès qui aurait dû être séculier, laïque, entre guillemets, sera donc ecclésiastique, religieux. Mais Jeanne ne sera pas simplement jugée par un tribunal ecclésiastique, c'est un procès d'inquisition. Et c'est encore différent, c'est pire. Alors ça change quand même beaucoup de choses, parce que d'abord, on veut absolument aller à l'aveu, à tout prix, donc on peut utiliser vraiment la torture. Celui qui est accusé est au secret. Ça veut dire qu'il n'a aucun contact avec l'extérieur. Il peut avoir un défenseur. Jeanne a refusé d'en avoir un. Mais c'est quand même beaucoup de différences, quoi. Et en fait, c'est un tribunal spécial, si vous voulez. Voyez, vous avez le juge, enfin les juges, c'est-à-dire l'inquisiteur et l'évêque, et autour d'eux, des conseillers. On dit toujours, et moi je le dis aussi parce que c'est plus pratique, on parle des juges de Jeanne d'Arc. En parlant du tribunal, on a tort. Celui qui juge, c'est Cauchon et le maire, les deux. Acte 3. Les procès de Jeanne. C'est donc un procès d'inquisition qui est organisé pour juger la Pucelle. Le 21 février 1433 s'ouvre la première audience publique. C'est ce jour-là qu'elle doit prêter serment, c'est-à-dire jurer sur l'Évangile qu'elle dira la vérité. C'est la première étape. Et d'ordinaire, ce n'est pas une étape qui pose problème. Mais Jeanne est tout sauf ordinaire. L'évêque Cauchon, le grand ordonnateur du procès, lui demande « Jeanne, je vous requiers encore de prêter serment de dire la vérité. » J'ignore la matière de l'interrogatoire. Peut-être me demanderez-vous telle chose que je ne dois pas vous dire. Je vous requiers encore de prêter serment de dire la vérité. De mon père, de ma mère et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers je jurerais. Mais quant aux révélations qui me viennent de Dieu, je n'en ai que rien dit, ni révélé à personne, sinon à Charles mon roi. Je n'en dirai pas plus. Dut-on me couper la tête ? Parce que mon conseil secret, mes visions j'entends, m'a défendu d'en dire rien à personne. Il faut quand même imaginer cette toute jeune femme de 19 ans à peine,
tenir tête à l'incarnation de l'autorité. Tenir tête à un évêque, à un homme. Devant tous ces hommes d'ailleurs, puisque le tribunal dans son ensemble n'est évidemment composé que d'hommes. Aussi épuisée qu'elle soit, après des mois d'enfermement, elle s'accroche à ses principes dès le début. Et puis ça les rend fous, qu'elle puisse leur dire « je vous dirai la vérité », mais je ne dirai pas tout. À eux, les hommes d'église, les seuls à même de pouvoir recevoir la parole divine. Elle garde des secrets de femmes en plus. Claude Gauvard. Vous imaginez, c'est clair. Pour eux, c'est horrible. Et en plus, je ne vous dirai pas tout parce que finalement, le lien que j'ai avec Dieu, il est supérieur à tout ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas supporter ça. C'est eux la hiérarchie. Elle doit leur obéir. C'est de l'hérésie complète. Mais en même temps, c'est tout ce qui condamne, c'est-à-dire ce lien direct avec Dieu. Clovis Maillet. Elle ne respecte pas les autorités religieuses et elle refuse de se soumettre au pouvoir des autorités religieuses. Et ça, c'est aussi un cadre de la société qui est vraiment très, très, très important et qui est le plus important dans ce point de vue juridique. Ce qui est très frappant quand on lit vraiment le verbatim du procès, c'est à quel point elle résiste au procès, elle refuse de répondre aux questions, alors que quand on est face à un archevêque, on n'a pas le droit de ne pas répondre, surtout si on essaye de se définir dans une espèce d'identité chrétienne. Et donc, clairement, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont tous la trouille de cette fille. Tous. Le même jour, Cochon exige de Jeanne qu'elle récite la prière du Notre Père, Pater Noster, comme on dit à l'époque, pour prouver qu'on la lui a bien apprise et que, comme elle l'annonce, elle a été correctement éduquée. Mais Jeanne refuse parce que c'est une prière qui doit être dite après la confession. Entendez-moi en confession, je vous le dirai volontiers. De rechef, je vous requiers de dire votre Pater Noster. Je ne vous dirai point Pater Noster, à moins que vous ne m'écoutiez en confession. Une troisième fois, je vous requiers de dire Pater Noster. Je ne vous dirai Pater Noster qu'en confession. Volontiers, nous vous donnerons un ou deux notables de la langue de France devant lesquels vous direz Notre Père. Je ne leur dirai que s'ils m'entendent en confession. Un tel comportement, une telle attitude de la part d'une telle accusée contrevient à toutes, mais bien toutes, les règles sociétales de l'époque. Elle leur est inférieure dans tous les sens du terme, de par son âge, mais surtout de par son genre et son statut social. C'est tout bonnement hallucinant. Et pour tous ces juges, cela ne révèle qu'un autre vice de la pucelle, l'orgueil. Pour moi, le plus significatif, c'est Thomas de Courcelles face à cette femme. Thomas de Courcelles, c'est un très grand théologien, c'est un homme d'une très grande culture, mais Thomas de Courcelles, il dit insolente, mais il parle de l'orgueil de cette femme. L'orgueil, qui est un très grand péché, un des plus grands péchés. Pour une femme, sûrement plus encore, bien entendu. Un orgueil pour être la première, orgueil pour justement outrepasser ses droits de femme. D'ailleurs, il est intéressant de noter que toutes les peintures qui la représenteront pendant son procès la feront apparaître bien plus petite en taille que ses juges. C'est un détail, mais ça veut tout dire. Et un autre détail qui a son importance, c'est qu'elle est aussi systématiquement représentée en robe. Tout le temps. Alors que, comme on le sait aujourd'hui, la question des vêtements de Jeanne est très importante dans le procès. Pour le dire assez simplement, donc dans le procès, on voit apparaître cette question de l'habit masculin à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas en soi un motif de condamnation. On voit qu'il tourne autour. Ça peut être éventuellement un motif de mauvaise réputation. Pourquoi, il me semble? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'elle a fait avec cet habit masculin, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Disons qu'une des hypothèses, c'est la vie militaire. Une autre hypothèse dans le monde laïque, c'est que c'est les travailleuses du sexe qui portent des habits masculins pour aller dans les tavernes. Donc ça, c'est une hypothèse qu'il faut absolument vérifier pour voir si c'est ça son activité, en fait. Et une autre hypothèse, c'est que ce soit par piété chrétienne. Ben oui, mais parce que pour eux, c'est rédhibitoire. Et ils la condamnent aussi à cause de l'habit d'homme, alors qu'il n'y avait aucune raison de la condamner avec ce chef d'accusation. C'est une transgression qu'elle a commise. Transgression par rapport aux normes imposées par la société et voulues par l'Église. Mais il n'y a pas de texte qui vous dit que vous ne devez pas porter d'habit d'homme. Peu importe qu'il soit impossible de chevaucher en robe pendant une bataille, qu'évidemment la tenue dite masculine soit plus pratique quand on combat. Tout est bon pour salir la réputation de Jeanne, sa renommée, comme on dit à l'époque. Car en la salissant, c'est la légitimité de son roi qu'on entache.
Et il est bien sûr dans l'intérêt politique des Anglais et des Bourguignons de ternir la réputation de leur opposant. C'est par Jeanne que Charles VII a accédé à son trône d'une certaine façon. C'est par elle qu'il a obtenu Orléans et le Sacre. C'est par elle qu'il doit tomber. La virginité de Jeanne est aussi au cœur des débats, quand bien même cette virginité a été vérifiée encore et encore, par Charles VII quand il la rencontre et de très nombreuses fois depuis. La question qui se posait, il me semble, principalement, c'était de savoir si son inspiration était divine ou diabolique. Or, on sait dans le droit de cette époque-là qu'en cas d'inspiration diabolique, le diable a toujours des relations sexuelles avec les personnes qui l'inspirent. Donc, prouver qu'on n'avait jamais eu de relations sexuelles, c'était prouver qu'on n'avait pas pu être inspiré par le diable. Donc, c'est deux raisons qui sont superposées dans ce cas-là. C'est là où il faut quand même bien voir que ce statut de pucelle, tant qu'on n'est pas dans une congrégation religieuse, et c'est bien ce qui lui a été reproché dans son procès, en fait, c'est qu'elle n'était peut-être pas assez bien intégrée dans la structure de l'Église, il n'est pas très protecteur. Puisque une pucelle, ça peut être quelque chose qui peut être valorisé d'un point de vue spirituel, par exemple, mais il n'est pas protecteur en tant que statut social. Être pucelle ne suffit pas. Pour que sa virginité lui offre une vraie protection, il aurait fallu que Jeanne l'inscrive dans un parcours religieux traditionnel, qu'elle se conforme aux options qui sont proposées aux femmes par le clergé. Et être une pucelle guerrière n'en est pas une. Les jours, les semaines, les mois passent et le procédé se répète encore et encore. On la harcèle de questions, toujours les mêmes. Elle passe sa vie dans la salle d'audience à affronter ses juges et dans sa prison, seule. Jeanne a 19 ans et, à la fin du procès, cela va faire presque 1 an qu'elle a été capturée. Ah ben parce que c'est un procès très long, 5 mois, c'est énorme. C'est énorme. Gilles de Rais, 3 semaines. Tandis que là, vous avez 5 mois d'affilée. Non, c'est un procès par l'usure. Et l'usure de la prison aussi est très importante. Très important. Être emprisonné 5 mois dans une prison, comme l'a été Jeanne, je ne parle pas de la prison qu'elle a subie avant, qui était une prison d'otage, en quelque sorte. Tandis que là, c'est une prison carcérale au sens strict du terme, elle était ferrée. Jeanne, elle est comme les autres de son acabit, c'est une femme de l'air libre, de la nature, de l'extérieur. Ils vont, ils marchent. Le verbe « aller » est une des clés de la compréhension de ces gens du Moyen-Âge. Ils marchent à l'air. Et les gens du Moyen-Âge ne supportent pas la prison. Au Moyen-Âge, la peine la plus fréquente, en quantité, c'est l'amende. On n'emprisonne pas. Il voulait un aveu, il voulait arriver à un aveu, et elle a fini par avouer ses voix. Elle est usée, cette fille. Jeanne a évidemment toujours reconnu avoir été guidée par Dieu à travers ses voix. Mais au fur et à mesure que les semaines de procès passent, que les mois passent, et qu'on lui demande encore et encore « Qu'est-ce que ces voix te disaient exactement ? Quand les as-tu entendues exactement ? Où étais-tu à chaque fois que tu les entendais ? Avec qui ? Qui était-ce ? Comment peux-tu en être sûr ?» Eh bien, l'usure dont parle Claude Gauvard, elle finit par porter ses fruits. Jeanne commence à essayer de rendre plus crédible ce qu'elle raconte, en donnant des détails, qu'elle imagine probablement, mais des détails qui vont la conduire à l'hérésie. Et les voix y reviennent, ça revient sans arrêt jusqu'au point tel qu'elle finit par dire qu'elles ont une odeur, qu'elles sentent bon, et qu'elle a vu leur corps, qu'elle les a touchées. À ce moment-là, elle incarne ces voix, et ça c'est hérétique aux yeux de la théologie. Je ne suis pas théologienne, mais je sais que c'est totalement hérétique. La tactique d'usure fonctionne. Le 24 mai 1431, Jeanne est amenée dans le cimetière de Saint-Ouen, à Rouen. Les juges, les conseillers, les greffiers, le public, tout le monde est là. Le bûcher est prêt. Elle le voit, il est juste à côté d'elle. Alors à cet instant, à bout de force, abattue, terrorisée aussi par cette mort atroce qui l'attend, elle cède et abjure. La pucelle se renie. En échange de la vie sauve, puisqu'il est prévu qu'elle soit enfermée dans une prison ecclésiastique, Jeanne s'engage à ne plus porter ni les armes, ni l'habit d'homme, ni les cheveux courts. C'est dire si ces questions étaient cruciales. Ses ennemis exultent. On entend un érudit s'écrier « Ah, France, tu es bien abusée, toi qui étais la maison très chrétienne.
Charles, qui se dit roi et de toi gouverneur, s'est attaché comme hérétique et schismatique aux paroles et faits d'une femme malfaisante, diffamée et pleine de tout déshonneur. Le procès semble toucher à sa fin. Pourtant, 3 jours plus tard, elle réapparaît dans la salle d'audience, vêtue de ses habits d'homme. Là, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune explication. Soit les habits de femme lui ont été ôtés, soit elle a eu une tentative de viol par les gardiens, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est revenue sur sa propre... Est-ce que c'est spontanément d'elle-même, si vous voulez, qu'elle est revenue sur cette abjuration et qu'elle a préféré la mort, qu'il attendait à cette prison perpétuelle? Le lendemain, Jeanne est déclarée relapse. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme étant retombée, entre guillemets, dans l'hérésie. C'est peut-être la qualification la plus grave pour un croyant. Le 30 mai 1431, la Pucelle est suppliciée par le feu sur la place du Vieux Marché de Rouen. Son roi, Charles VII, va lentement mais sûrement récupérer son royaume. Et en 1453, avec la victoire de Castillon, la guerre de Cent Ans prend officiellement fin. Mais l'histoire de Jeanne ne fait, quant à elle, que commencer. Car en 1456, le roi demande au pape l'autorisation d'ouvrir un procès en réhabilitation pour Jeanne d'Arc. C'est un fait exceptionnel, c'est rarissime s'agissant de personnes condamnées pour hérésie. Évidemment, là aussi, c'est politique. Pour le roi d'abord, puisque, à travers Jeanne, c'est son honneur qu'on a sali. Et c'est aussi politique pour le pape, qui a besoin de faire plaisir à la France alors que les chrétiens sont en train de perdre Constantinople. Et si ce procès en réhabilitation peut avoir lieu, c'est en particulier parce que, parmi toutes les règles de procédure qui n'ont pas été respectées par l'évêque Cochon durant le premier procès, il y en a une qui était pourtant fondamentale. L'enquête de la renommée de Jeanne. Tout procès d'inquisition commence par un établissement de la renommée du coupable. Si le coupable est de bonne renommée, on se pose des questions. Ça a été fait. Et d'ailleurs, les conseillers lui ont demandé si ça avait été fait. Il a répondu oui. Seulement, il n'a pas donné les résultats. C'est-à-dire, en fait, à Domrémy, vous pensez bien, pays d'origine de Jeanne, on n'a dit que du bien d'elle. Et à Orléans aussi. Ça, c'était à décharge de Jeanne. Et ça, il ne l'a jamais mis en avant. Et moi, qui ai travaillé beaucoup sur la justice, je sais bien que quand on est de bonne renommée, on y échappe. La renommée de Jeanne, sa fama, comme on dit en latin à l'époque, est restaurée à travers une nouvelle enquête qui mène à sa réhabilitation. Figure hérétique du XVe siècle, elle est canonisée en 1920. L'épopée de la Pucelle d'Orléans fut aussi courte que grandiose, et cette comète, hérétique devenue sainte, a porté ensuite tous les visages qu'on a voulu lui donner. C'est la particularité de Jeanne. Son histoire est malléable, elle peut être ce qu'on veut qu'elle soit. Même faire d'une femme qui a combattu dans une guerre civile, contre des Français donc, un symbole nationaliste. Il est une autre jeune femme qu'on a fait passer pour ce qu'elle n'était pas, qui aussi a été portée par le peuple, dans une autre mesure évidemment que Jeanne d'Arc. Une autre femme dont la vie et le procès furent politiques, entièrement politiques. Une grande intellectuelle qui a cru jusqu'au bout en ses principes, qui a tué pour eux et qui est morte pour eux. Elle s'appelle Ulrike Meinhof et c'était la tête pensante de l'organisation terroriste d'extrême gauche allemande, la fraction Armée Rouge. À retrouver dans le prochain épisode de Femmes coupables, saison 2. Merci à Clovis Maillet, historien médiéviste, auteur notamment des ouvrages Les genres fluides, de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans, paru en 2020, et de Un Moyen-Âge émancipateur, coécrit avec Thomas Golsen, paru en 2021. Et surtout, merci à Claude Gauvard, historienne médiéviste, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et autrice notamment de Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre, paru en 2022 aux éditions Gallimard. Femmes coupables, un podcast La Première de Juliette Proutot, réalisé par Anna Bui et mixé par Simon Zrac.